Le 19 août 1942, les falaises escarpées de Dieppe, en France occupée, se dressaient comme des sentinelles muettes sous un ciel plombé par les nuages de la Manche. Le vent salé fouettait les visages des hommes entassés dans les barges de débarquement qui oscillaient violemment sur les vagues agitées. À bord de la première vague, le sergent-major Harry Lambert du régiment Royal Regiment of Canada serrait les rebords de bois mouillés, son estomac noué par le roulis incessant. Le grondement distant des moteurs des navires HMS Calpe et HMS Ferriston vibrait dans l'air, mêlé au crachotement des radios qui transmettaient des ordres codés depuis le quartier général britannique à Londres. « Préparez-vous, les gars », murmura Lambert à ses hommes, sa voix à peine audible par-dessus le hurlement du vent. 24 ans, originaire de Toronto, il n'avait jamais vu le feu ennemi de si près. Autour de lui, les fusils Lee Enfield étaient chargés, les grenades Mills prêtes à être lancées, et les tanks Churchill alignés sur les barges attendaient leur heure. L'opération Jubilee, c'était le nom de code pour ce raid amphibie audacieux. Tester les défenses allemandes, capturer le port pour 1 heure ou 2, détruire les installations radars et rentrer. Mais dans l'obscurité qui précédait l'aube, personne ne parlait des doutes qui rongeaient les officiers supérieurs. Imaginez-vous là, serré épaule contre épaule avec ces Canadiens et ces Britanniques, l'odeur de fioul et de sueur imprégnant l'air confiné. Le lieutenant-colonel Cecil Merritt, commandant du South Saskatchewan Regiment, ajustait son casque, ses yeux scrutant l'horizon noir. À ses côtés, le major A.E. Potts du Essex Scottish discutait à voix basse des plans. Les commandos des Royal Marines frapperaient les flancs est et ouest pour neutraliser les batteries côtières, tandis que les forces principales, près de 5000 Canadiens, soutenus par 1000 Britanniques et des escadrilles de Spitfire, déferleraient sur les plages de galets. Les renseignements de l'intelligence britannique, basés sur des photos aériennes et des rapports de la résistance française, promettaient une surprise totale. Mais les Allemands, sous le commandement du général Anton Wrede, avaient fortifié Dieppe avec des bunkers en béton armé, des mitrailleuses MG-42 et des canons de 80 mm pointés vers la mer. Soudain, un éclat lumineux zébra le ciel. Les projecteurs allemands balayaient les vagues et le premier obus siffla au-dessus des barges, explosant dans l'eau avec un geyser d'écume. « Contact! Feu ennemi !» hurla le capitaine du HMS Locust, le navire de commandement. Les moteurs rugissaient plus fort maintenant, poussant les Landing Craft Assault vers la côte à pleine vitesse. Lambert sentit son cœur s'emballer. Il visualisait les cartes qu'ils avaient mémorisées. La plage principale, Code Blue Beach, devait être prise en 10 minutes. Mais les vagues les malmenaient et les chronomètres indiquaient un retard. À 4h50, la première barge toucha le rivage, ses rampes s'abaissant dans un grincement métallique. Les hommes jaillirent, pataugeant dans l'eau jusqu'aux genoux, leurs bottes s'enfonçant dans les galets glissants. Des balles traçantes zébrèrent l'air, ricochant sur les falaises avec un crépitement infernal. « Avancez! Couvrez-moi !» ordonna Merritt, son Sten sous le bras, tirant en rafale vers les nids de mitrailleuses perchées sur les hauteurs. Un jeune soldat, le private Tommy McLean, trébucha sur un obstacle sous-marin, un hérisson tchèque, ses barres d'acier hérissées de mines, et une explosion locale le projeta en arrière, son cri étouffé par le chaos. Vous pourriez presque sentir la poudre brûlante, entendre les ordres en anglais mêlés aux jurons canadiens, tandis que les tanks Valentine, censés mener l'assaut, s'embourbaient sur la plage, leurs chenilles patinant sur les pierres rondes. Au large, sur le destroyer HMS Berkeley, l'amiral John Hughes Hallett observait la scène à travers ses jumelles, le pont vibrant sous les tirs des batteries côtières de Varangeville. Les avions Typhoon de la RAF pilonnaient les positions allemandes, leurs bombes Yuri Bomber faisant trembler la terre. Mais le soutien aérien était sporadique, contesté par les Messerschmitt Bf-109 de la Luftwaffe. Les ordres radio crépitaient. Maintenir le cap sur l'objectif principal. Pas de retraite. Pourtant, dès les premières minutes, les rapports affluaient. Les commandos à l'ouest,
mené par le Lord Lovat, avec ses pipes celtiques résonnant dans la brume, progressait laborieusement vers la batterie de S. Mais à l'est, les troupes du Royal Regiment rencontraient une résistance féroce des Fallschirmjäger, les parachutistes allemands. Lambert rampait maintenant derrière un mur de sacs de sable improvisés, son peloton réduit à la moitié en quelques instants. Une grenade explosa à 10 mètres, projetant des éclats qui sifflèrent comme des abeilles enragées. « Où est le soutien naval ?» grogna-t-il dans son talkie-walkie, mais la réponse fut noyée dans les interférences. Les canons de 75 mm des barges de soutien crachaient de leur feu, illuminant la plage d'éclairs oranges, mais les obus tombaient courts, tuant autant d'alliés que d'ennemis. Les Allemands, alertés par des patrouilles de nuit, avaient eu le temps de se mobiliser. Le 302e division d'infanterie, renforcée par des unités de la 10e Panzer, verrouillait les accès aux falaises. Tandis que le soleil se levait lentement, baignant les corps inertes d'une lumière pâle, Merritt prit une décision critique. Ces hommes, piégés sous un déluge de mortiers Nebelwerfer, devaient forcer la promenade du port. « Chargez pour le Canada !» cria-t-il bondissant en avant, son épée de cérémonie, un reliquat de la Grande Guerre, brandi comme un talisman. Mais au même moment, un ordre radio mal transmis du HMS Calpe altéra le cours des événements. « Retirez-vous sur les flancs » fût-ce la consigne, ou était-ce « renforcer le centre » Dans le bruit et la confusion, les opérateurs se trompaient et les unités se dispersaient, ignorant que l'assaut principal dépendait d'une coordination parfaite. Les pertes montèrent déjà. Plus de 300 hommes au sol en 20 minutes, les brancardiers luttant pour évacuer les blessés sous le feu. Lambert, le souffle court, rechargeait son fusil, ignorant que cet ordre ambigu, né d'une erreur de transmission dans les entrailles du commandement allié, allait sceller le destin de milliers. La bataille ne faisait que commencer, et les falaises de Dieppe, indifférentes, absorbaient les échos de la tragédie naissante. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. La confusion dans les ondes radio, saturées de parasites salins et de hurlements d'urgence, portaient le poids invisible de la bataille. Sur la plage Blue, à Dieppe, le sergent-major Harry Lambert s'aplatissait contre les galets humides, son fusil Lee Enfield pointé vers les falaises où des silhouettes allemandes se découpaient contre le ciel naissant. L'ordre qu'il avait capté par son talkie-walkie no. 18 résonnait encore dans sa tête. « Retirez-vous sur les flancs » ou était-ce « renforcer le centre » Les mots, déformés par les interférences de la Manche agitée, avaient semé le doute chez les opérateurs du HMS Calpe, le destroyer qui servait de quartier général flottant. À bord, le capitaine John Hughes Hallett fronçait les sourcils devant les cartes froissées, tandis que les signaleurs, en sueur sous leurs casques, tentaient de clarifier le message émis depuis Londres. « Confirmez l'ordre pour le Royal Regiment », aboya un opérateur, sa voix noyée dans le crépitement des éclats de mitrailleuses qui ricochaient sur la coque. Mais le temps pressait. L'ordre original, dicté par le major-général Robert Sturges depuis le QG allié, visait à consolider l'assaut central pour percer vers le casino et les docks. Au lieu de cela, une inversion fatale, un mot mal orthographié dans le code Morse. Un opérateur épuisé après des heures de veille avait transformé « renforcer » en « retirer ». Les unités canadiennes, déjà sous le feu des MG-34 nichés dans les Tobruk bétonnés, interprétèrent différemment. Certains pelotons du Royal Regiment battirent en retraite vers les flancs est, exposant le centre à une contre-attaque dévastatrice. Imaginez-vous rampant à côté de Lambert, le sable froid collant à vos vêtements trempés, l'air chargé d'une odeur âcre de cordite et de sang. Ces hommes, originaires des fermes de l'Ontario et des rues de Montréal, hésitaient maintenant, leur visage blême sous la boue. « On recule ? Le centre tient pas !» cria le caporal Jenkins, un gaillard de Winnipeg qui rechargeait son Bren avec des mains tremblantes. Lambert secoua la tête, incertain, mais l'instinct prit le dessus. « On reste ! Couvrez les Essex !»
ordonna-t-il, tirant une rafale vers un bunker ou un officier de la Wehrmacht. Le lieutenant Klaus Berger du 571e Grenadier Regiment dirigeait le feu avec une précision mortelle. Les balles sifflaient, fauchant 2 soldats à proximité. Leurs corps s'effondrèrent en tas inertes, les galets se teintant d'écarlate. Au même moment, à l'est, sur Red Beach, le lieutenant-colonel Cecil Merritt du South Saskatchewan Regiment luttait pour maintenir la cohésion. Ses 500 hommes, soutenus par des chars Matilda II censés écraser les barbelés, étaient piégés par l'ordre ambigu. « Flanc ou centre? Bordel, qui commande ici ?» grogna Merritt dans son casque, son Sten crachotant des balles vers les falaises. Les Fallschirmjäger, ces parachutistes d'élite de la 3e division Fallschirmjäger, avaient été alertés par des sentinelles dès 4 heures du matin. Leur MG-42, ces Siegfried bourdonnants, avec leur cadence infernale de 1200 coups par minute, balayaient la plage comme une faux. Un char Matilda s'immobilisa, son canon de 2 livres embourbé dans les galets. L'équipage, coincé à l'intérieur, hurla en vain tandis qu'un Panzerfaust le transperçait, projetant une boule de feu qui illumina les visages terrifiés des fantassins. Les conséquences de l'erreur radio se propageaient comme une onde de choc. Sur le flanc ouest, près de Pourville, les commandos No. 4 du Lord Lovat, avec leurs pipes écossaises résonnant au milieu du chaos, avaient initialement progressé vers la batterie de Varangeville. Mais l'ordre mal interprété atteignit même leurs opérateurs. Au lieu de presser l'assaut, une compagnie se replia prématurément, laissant une brèche que les Allemands exploitèrent avec des renforts de la 10e Panzer Division. Lovat, un pipe à la bouche, bondit en avant malgré tout, son Thompson mitraillant les positions ennemies. « Avancez pour l'honneur, pas de retraite !» rugit-il, mais ses hommes tombaient. Un sergent des Royal Marines, touché à la poitrine, s'effondra en murmurant une prière en gaélique, son sang se mêlant à la pluie fine qui commençait à tomber. À bord du HMS Berkeley, l'amiral Hughes Hallett observait l'horreur à travers ses jumelles Zeiss, le pont secoué par les obus des batteries côtières de cette Marguerite. Les destroyers ripostaient avec leurs canons de 4-7 pouces, mais les tirs étaient imprécis dans la brume matinale. Un obus frappa une barge alliée, engloutissant 30 hommes dans un tourbillon d'eau et de métal tordu. « Renvoyez la confirmation, centre, pas flanc !» ordonna-t-il, mais les ondes étaient saturées. Les Spitfire de la RAF du 611 Squadron piquaient en piqué, leurs canons de 20 mm criblant les bunkers. Mais la Luftwaffe contre-attaqua avec une escadrille de Focke-Wulf FW 190, forçant les pilotes britanniques à un dogfight furieux au-dessus des vagues. Des traînées de fumée zébrèrent le ciel, et un Spitfire s'abattit en flammes, son pilote, le sergent-pilote Johnny Johnson, éjecté mais capturé par les Allemands sur la plage. Lambert, ignorant la source de la confusion, mena son peloton survivant, une vingtaine d'hommes épuisés, vers le pied des falaises. Ils escaladaient les premiers mètres, griffant la roche glissante avec leurs piolets, quand une salve de mortier 8 cm Granatwerfer 34 les accueillit. Les explosions creusèrent des cratères dans les galets, projetant des éclats qui lacérèrent les jambes du Private McLean, déjà blessé. « Aidez-le, on le laisse pas !» cria Lambert, traînant son camarade vers un creux. Mais les cris de douleur se perdaient dans le vacarme. Les erreurs humaines se multipliaient. Un opérateur radio du Essex Scottish, paniqué, avait relayé l'ordre erroné à 3 unités, dispersant les forces comme des feuilles au vent. Le major A. E. Potts, commandant des Essex, tenta de contre-ordonner par signaux visuels des fusées Very éclairant le ciel en vert, mais le vent les dévia, et les hommes sur la plage virent seulement des signaux ennemis, tandis que le soleil montait, révélant l'étendue du carnage, corps entassés comme des marionnettes brisées, barges fumantes au large. Merritt prit une décision désespérée. Piégé par la retraite des flancs, il ordonna une charge frontale sur la promenade, ses hommes courant sous un déluge de balles. « Pour le Canada, pour la liberté !» hurla-t-il, son épée brandie. Mais les mitrailleuses allemandes fauchèrent la moitié de son peloton en secondes.
Berger, depuis son bunker, observait avec une froide efficacité ces hommes rechargeant les MG42 avec des bandes de 250 cartouches. Les pertes alliées grimpaient, 800 hommes hors de combat en 1 heure, les brancardiers du régiment médical luttant pour évacuer les blessés vers les landing craft personnels, L, qui s'approchaient sous le feu. Pourtant, dans ce chaos, des poches de résistance persistaient. Au centre, un petit groupe du Royal Regiment, guidé par l'instinct plutôt que par les ordres, infiltra un boyau vers le port, neutralisant un nid de mitrailleuses avec des grenades Mills. Lambert, haletant, rejoignit ce groupe, son visage strié de sueur et de sang. Mais l'ordre mal interprété avait déjà fracturé l'assaut, les flancs s'effondraient, le centre s'isolait et les renforts allemands affluaient depuis Rouen. La bataille, censée durer 2 heures, s'enlisait dans une tuerie sans fin et les ondes radio porteuses de tant d'espoir n'étaient plus que le messager d'une tragédie inévitable. Tandis que les vagues léchaient les corps, un nouveau message crépita. Était-ce la salvation ou le glas? L'assaut fracturé. Les vagues de la Manche, ourlées d'écume blanche, léchaient inlassablement les galets ensanglantés de Blue Beach, emportant avec elles des fragments d'uniformes déchirés et des casques abandonnés. À Dieppe, le 19 août 1942, le soleil matinal perçait enfin la brume, projetant une lumière crue sur le chaos qui s'étendait de la promenade au pied des falaises. Le sergent-major Harry Lambert, le souffle rauque, rampait le long d'un mur effondré, son peloton réduit à une poignée d'hommes hagards. Le nouveau message radio qui avait crépité dans les ondes renforçait le centre immédiatement, ignorait les flancs, arrivait trop tard comme un écho moqueur dans le tumulte. Mais sur la plage, où les corps s'entassaient comme des épaves rejetées par la mer, l'ordre ne parvenait qu'à semer plus de confusion, fracturant définitivement l'assaut allié. Imaginez-vous là, le cœur battant au rythme des explosions, l'air saturé d'une odeur âcre de poudre et de métal brûlant. Lambert leva les yeux vers le lieutenant Klaus Berger, visible dans son bunker perché à 30 mètres au-dessus, qui coordonnait ses grenadiers avec une efficacité glaciale. Les MG42 allemandes, ces bêtes mécaniques crachant 1200 balles par minute, balayaient la plage en arc mortel, forçant les Canadiens à se plaquer au sol. « On pousse vers le casino, les Essex ont besoin de nous », cria Lambert à ses survivants, ignorant que le major A.I. Potts, commandant des Essex Scottish sur Red Beach, luttait lui-même pour interpréter les signaux contradictoires. Potts, un vétéran de Dunkerque, ajustait son casque cabossé, son visage strié de sueur et de sable, tandis que ses hommes, originaires des Midlands britanniques, chargeaient leurs fusils Enfield sous un déluge de shrapnel. À l'est, près de Puys, le flanc droit de l'opération Jubilee s'effondrait sous le poids de l'erreur initiale. Le South Saskatchewan Regiment, mené par le lieutenant-colonel Cecil Merritt, avait tenté une percée vers les falaises pour neutraliser les canons de 88 mm qui pilonnaient les barges au large. Mais l'ordre mal interprété avait poussé une compagnie à se replier vers la mer, exposant le centre à une contre-attaque fulgurante. Les Fallschirmjäger, parachutistes d'élite de la 3e division sous le commandement du colonel Hans Schmidt, surgirent des boyaux fortifiés, leurs parachutes FG-42 mitraillant avec précision. Merritt, bondissant d'un cratère à l'autre, son épée de cérémonie tachée de boue, hurla « Tenez la ligne, pas un pas en arrière !» Un de ses capitaines, le jeune Edward Church, originaire de Regina, leva son sten pour couvrir l'avance, mais une rafale le faucha net, son corps s'effondrant sur les galets dans un bruit sourd, ses lunettes brisées reflétant le ciel gris. Les renforts allemands affluaient maintenant depuis l'intérieur des terres, alertés par les sirènes hurlantes de Rouen. Le 302e division d'infanterie, renforcée par des éléments de la 10e Panzer Division, roulait sur les routes côtières dans des half-track SD-KFZ 251, leurs moteurs diesel grondant comme des bêtes affamées. Le général Anton Wrede, depuis son quartier général à Dieppe, avait saisi l'opportunité.
Poussez-les à la mer, pas de prisonniers pour les saboteurs, ordonna-t-il par radio. Sa voix ferme, contrastant avec le désarroi allié. Sur Blue Beach, les tanks Valentine, censés mener la charge, gisaient inertes, leurs chenilles engluées dans les galérons qui s'étaient avérés un piège invisible. L'équipage d'un char, le sergent Bill McRae et ses 3 hommes du 14e régiment de tanks canadiens, avaient émergé en rampant, et seulement pour être accueillis par des grenades à main style hand grenade qui explosèrent en gerbes de terre et de membres. Au large, sur le HMS Scalp, le capitaine John Hughes Hallett serrait les accoudoirs de son fauteuil de commandement, le pont vibrant sous les impacts des obus de 150 mm des batteries de Stuss Marguerite. Les signaleurs, épuisés, tentèrent de relayer la correction. Centre prioritaire, flanc en soutien uniquement. Mais les ondes, saturées par les cris d'urgence et les interférences marines, déformaient tout. Un opérateur, le matelot Tommy Ellis, essuya la sueur de son front, ses doigts glissant sur les touches morses. « C'est trop tard, monsieur. Les unités sont dispersées. » Hughes Hallett hocha la tête, les yeux rivés sur les jumelles. Les Spitfire du 611 Squadron, pilotés par des as comme le Wing Commander James Johnny Johnson, harcelaient les positions allemandes, leurs bombes de 500 livres creusant des entonnoirs fumants. Pourtant, la Luftwaffe ripostait avec acharnement. Une escadrille de Messerschmitt Bf 109, menée par le major Adolphe Galland, engagea les Alliés dans un balai mortel au-dessus des falaises, des traînées de flammes marquant la chute de 2 typhoons. Sur le flanc ouest, à Pourville, les commandos No. 4 du Lord Lovat subissaient le contre-coup de la fracture. Initialement victorieux, ayant capturé la batterie de Varangeville, avec l'aide des pipes celtiques qui résonnaient encore dans l'air salin, ils se retrouvèrent isolés quand l'ordre erroné atteignit leurs opérateurs. « Retraite sur les flancs ? Non, on tient !» rugit Lovat, sa pipe serrée entre les dents, son Thompson crachotant vers un groupe de grenadiers qui chargeaient depuis les bois. Ces hommes, des Royal Marines endurcis, ripostaient avec des fusils Bren et des grenades. Mais les pertes montaient. Un commando, le caporal Angus MacLeod, fut touché par un éclat de mortier Nebelwerfer, son cri perçant le vacarme, tandis que ses camarades le traînaient vers une barge évacuation. Les half-track allemands, armés de mitrailleuses MG-34, roulaient maintenant le long de la promenade, forçant les Britanniques à se replier vers la mer, leurs bottes s'enfonçant dans l'eau glacée. Lambert, de son côté, avait rallié un petit groupe hétéroclite, des survivants du Royal Regiment et des Essex Scottish, pour une poussée désespérée vers le port. Ils rampaient le long d'un égout débordant, l'odeur fétide, masquant à peine celle du sang. « On neutralise ce bunker, et on perce !» murmura-t-il, jetant une grenade Mills qui explosa dans un flash orange, tuant 2 Allemands, mais attirant une salve de réponse. Les éclats sifflèrent, lacérant l'épaule de Jenkins, le caporal de Winnipeg, qui grogna de douleur sans lâcher son Bren. Berger, depuis son poste, observa la scène avec un sourire froid. « Ils se brisent eux-mêmes !» dit-il à son second, un sergent prussien nommé Otto Klein, qui rechargeait les bandes de munitions avec une efficacité robotique. Les conséquences de l'ordre mal interprété se cristallisaient maintenant en une débâcle totale. Les flancs exposés permettaient aux Panzer IV de la 10e division d'avancer, leurs canons de 75 mm tonnant contre les barges alliées qui tentaient d'évacuer les blessés. Plus de 1200 hommes étaient hors de combat en moins de 2 heures, les brancardiers du Royal Army Medical Corps luttant sous le feu pour hisser les agonisants à bord des Landing Craft Assault. Merritt, au centre, chargeait encore, son peloton décimé, mais un obus de 88 mm frappa près de lui, projetant une onde de choc qui l'assomma brièvement. Quand il reprit ses esprits, entouré de corps, il vit les renforts allemands déferler, des soldats de la Wehrmacht, baïonnettes au canon, forçant les Canadiens à se rendre ou à mourir. Pourtant, au milieu de cette fracture, des actes de bravoure isolés persistaient. Un peloton du South Saskatchewan, guidé par l'instinct, infiltra un boyau vers les docks, neutralisant une section de mitrailleuses avec des cocktails Molotov improvisés. Lambert,
Haletant les rejoignit, son fusil fumant. Mais tandis que le soleil culminait, baignant les falaises d'une lueur impitoyable, un grondement nouveau ébranla l'horizon. Les premiers chars lourds allemands émergeaient des ruelles de Dieppe, prêts à sceller le piège. L'assaut, fracturé par une simple erreur dans les ondes, glissait vers l'abîme, et les survivants, piégés entre mer et falaise, attendaient un miracle qui ne viendrait peut-être pas. Dans le lointain, un signal radio crépita à nouveau, un appel à l'aide, ou l'ordre fatal de l'évacuation. Le piège des renforts. Le grondement sourd des moteurs diesel ébranlait les ruelles étroites de Dieppe, faisant vibrer les pavés sous les bottes des survivants alliés qui se terraient dans les ombres. Sur Blue Beach, le 19 août 1942, le sergent-major Harry Lambert releva la tête, son cœur cognant comme un tambour de guerre, tandis que le signal radio qui avait crépité dans l'air salin, un appel désespéré pour des renforts immédiats, se perdait dans le vacarme des canons. « Évacuation partielle autorisée, mais tenez le centre », avait murmuré l'opérateur du numéro 18-7, mais les mots, déformés par les interférences, sonnaient comme une sentence. Autour de lui, les galets humides luisaient sous le soleil implacable, parsemés de corps tordus et d'équipements abandonnés. Des fusils Lee-Enfield rouillés par l'écume, des casques britanniques cabossés comme des coquilles brisées. Imaginez-vous accroupi à ses côtés, le sel piquant vos lèvres gercées, l'odeur âcre de la cordite se mêlant à celle du sang frais qui imprégnait le sable. Lambert essuya la sueur de son front, son peloton, une dizaine d'hommes épuisés du Royal Regiment of Canada, haletant dans un cratère creusé par un obus de 90 mm. Le lieutenant Klaus Berger, depuis son bunker perché sur les falaises, avait vu l'opportunité se profiler. Les renforts allemands, ces Halftrack CD, KFZ, 251 blindés qui roulaient maintenant en convoi depuis Rouen, apportaient non seulement des munitions fraîches, mais aussi des unités fraîches de la 10e Panzer-Division. « Avancez sur la plage, écrasez-les avant qu'ils ne s'enfuient », ordonna Berger par radio, sa voix coupante comme un sabre, tandis que ses grenadiers rechargeaient leur MG-42 avec des bandes neuves, prêtes à faucher toute tentative de repli. À l'est, sur Red Beach, le major A.E. Potts des Essex Scottish tentait de rallier ses troupes dispersées, son visage buriné par le vent de la Manche, marqué par la fatigue. L'ordre d'évacuation partielle avait atteint son poste de commandement improvisé derrière un mur effondré du casino, mais il hésitait. « On n'abandonne pas les Canadiens. Poussez vers les docks !» cria-t-il, son Sten mitraillant un groupe de Fallschirmjäger qui surgissait des boyaux fortifiés. Ces hommes, ces fantassins britanniques originaires des usines de Coventry, ripostaient avec des fusils Bren, leurs rafales courtes illuminant l'air d'éclairs oranges. Mais les renforts allemands déferlaient, un peloton de la 3e division Fallschirmjäger, armé de fusils FG-42 semi-automatiques, chargés en sautant de cratère en cratère, leurs parachutes repliés comme des capes spectrales. Un sergent des Essex, le corpulent Jack Harlan, lança une grenade Mills qui roula vers les assaillants, explosant dans un nuage de poussière et de cris en allemand, mais un éclat le frappa à la tempe, l'envoyant s'effondrer dans les bras de ses camarades. Le piège se refermait inexorablement. Au centre de l'assaut, le lieutenant-colonel Cecil Merritt du South Saskatchewan Regiment, encore sonné par l'explosion qui l'avait projeté au sol, se releva en titubant, son épée de cérémonie pendant mollement à son côté. Ces 300 survivants, piégés entre la promenade et la mer, formaient une ligne précaire face au Panzer IV qui émergeait des ruelles adjacentes, leurs chenilles d'acier broyant les débris avec un craquement sinistre. « Chargez les chars! Grenades à main !» hurla Merritt, bondissant en avant, son peloton le suivant dans une ruée suicidaire. Les cocktails Molotov, improvisés avec des bouteilles d'essence des barges échouées, volèrent vers les blindés. L'un d'eux toucha un Panzer, enflammant son réservoir dans une boule de feu rugissante qui illumina les falaises. L'équipage allemand, des vétérans de la Blitzkrieg en Pologne, sauta du véhicule en flammes, seulement pour être abattu par des tirs de Sten.
Mais les autres chars ripostèrent, leurs canons de 65 mm tonnèrent, projetant des obus qui creusèrent des entonnoirs fumants, engloutissant une section entière de Canadiens dans un tourbillon de terre et de membres. Au large, sur le destroyer HMS Calpe, l'amiral John Hughes Hallett observait la débâcle à travers ses jumelles, le pont secoué par les salves des batteries côtières de Varangeville. Les signaleurs, leurs visages luisants de sueur, relayaient frénétiquement les ordres, priorité aux évacuations. Couvrez les barges! Mais les Landing Craft Assault, ces petites embarcations plates chargées de blessés, étaient des cibles faciles pour les canons de 90 mm pointés depuis les hauteurs. Un obus frappa une barge du Royal Marines, la projetant en l'air dans une explosion qui envoya des éclats de bois et de métal pleuvoir sur l'eau agitée. Hughes Hallett serra les dents. « Où est le soutien aérien? Appelez les Typhoons !» Les avions de la RAF, du 266 Squadron tchèque en exil, piquaient maintenant en formation, leurs bombes de 250 livres s'abattant sur les convois allemands, mais la Luftwaffe contre-attaquait avec une férocité renouvelée. Une escadrille de Focke-Wulf FW-190, pilotée par des as comme le lieutenant Walter Nowotny, engagea les Alliés dans un dogfight tourbillonnant. Un Typhoon s'abattit en vrille, son pilote éjecté dans les vagues froides, tandis que des traînées de fumée zébrèrent le ciel comme des cicatrices. Sur le flanc ouest, à Pourville, les commandos No. 4 du Lord Lovat, isolés par la confusion des ordres, affrontaient une vague de renforts encore plus impitoyable. Lovat, sa pipe éteinte pendant à ses lèvres, menait une contre-charge le long de la rivière Sea, son Thompson crachotant vers un half-track qui barrait la route. « Pour les Highlands, tenez-les !» rugit-il. Ces hommes, c'est dur à cuire des Royal Marines, lançant des grenades anti-chars Piat qui explosèrent contre le blindage, immobilisant le véhicule dans un jet de flammes. Mais les grenadiers allemands, soutenus par des mortiers Nebelwerfer aux hurlements stridents, les repoussèrent vers la plage. Un commando, le lieutenant Peter Scott, fut touché par une balle de FG-42 à la cuisse, s'effondrant dans l'herbe humide tandis que ses camarades le couvraient avec des rafales de Bren. Les renforts de la 10e Panzer, arrivant par la route côtière, scellaient le sort du flanc. Des soldats de la Wehrmacht, baïonnettes fixées sur leurs carabineurs 98K, forçaient les Britanniques à se replier dans l'eau, où les vagues les submergeaient comme une marée inexorable. Lambert, de son cratère, vit le piège se resserrer. Les Panzers avançaient maintenant en ligne, leurs mitrailleuses coaxiales MG-34 balayant les survivants. « On se replie vers les barges, couvrez les blessés !» ordonna-t-il, traînant le caporal Jenkins, dont l'épaule saignait abondamment, vers un landing craft personnel, elle, qui s'approchait sous un écran de fumée des destroyers. Les brancardiers du Royal Army Medical Corps, casques marqués de la Croix-Rouge, luttaient pour hisser les agonisants à bord, mais les tirs allemands fauchaient sans distinction. Un obus de mortier éclata près de Lambert, projetant des éclats qui lacérèrent sa botte. Il tituba, sentant le sang chaud couler, mais l'instinct le poussa en avant. Berger, observant depuis les hauteurs, transmit un ordre final. « Fermez le cercle, pas d'échappatoire !» Les pertes alliées explosaient maintenant. Plus de 2000 hommes hors de combat en 3 heures, les plages transformées en cimetières improvisés où les vagues lavaient les traces de sang. Merritt, ralliant un dernier peloton pour une percée vers le port, chargea une position allemande, son épée brandie comme un défi. Ils neutralisèrent un nid de mitrailleuses avec des grenades, mais un Panzer IV les surprit, son canon pivotant avec une lenteur mortelle. L'obus frappa, balayant la ligne dans une explosion assourdissante. Merritt survécut, assommé, mais vit ses hommes tomber autour de lui, leurs cris se perdant dans le rugissement des moteurs allemands. Pourtant, dans ce piège impitoyable, des lueurs de résistance persistaient. Un groupe du Royal Regiment, guidé par Lambert, infiltra un boyau vers les docks, abattant un officier allemand avec un tir précis de sniper. Mais tandis que le soleil déclinait, jetant des ombres longues sur les falaises, les renforts allemands consolidaient leur emprise, forçant les Alliés vers une évacuation chaotique.
Un nouveau crépitement radio brisa le silence relatif. Était-ce l'ordre de retraite totale ou un appel pour une contre-attaque désespérée qui scellerait les milliers de destins? Les vagues, indifférentes, continuaient de murmurer leurs chants funèbres. Les vagues de la Manche, gonflées par un vent traître, se fracassaient contre les coques des barges évacuation qui tanguaient follement au large de Dieppe le 19 août 1942. Sur Blue Beach, le sergent-major Harry Lambert, le visage maculé de sang et de boue, tirait un dernier blessé vers une rampe abaissée d'un Landing Craft Assault, son épaule blessée pulsant comme un feu liquide sous son uniforme déchiré. Le crépitement radio qui avait percé le chaos, retraite totale immédiate, évacuait tous les survivants, résonnait enfin comme un glas dans les oreillettes des opérateurs épuisés, mais sur la plage, où les corps s'entassaient en monticules inertes, l'ordre arrivait fragmenté, semant une panique qui transformait l'évacuation en un bain de sang. Les moteurs des half-track allemands grondaient au loin, leurs phares balayant les falaises comme des yeux accusateurs dans la lumière déclinante. Imaginez-vous pataugeant dans l'eau glacée jusqu'à la taille, l'écume salée piquant vos plaies ouvertes, l'air chargé d'un mélange âcre de poudre brûlée et de fuel enflammé. Lambert haletait, son fusil Lee Enfield jeté sur l'épaule, tandis que le caporal Jenkins, pâle comme un fantôme, s'accrochait à son bras, sa blessure à l'épaule saignant à travers le bandage improvisé. « On y est presque, Jenkins. Accroche-toi » grogna-t-il, couvrant leur retraite d'une rafale de son Sten vers les silhouettes des grenadiers qui avançaient le long de la promenade. Le lieutenant Klaus Berger, depuis son bunker dominant la Seine, observait avec une satisfaction froide « Laissez-les courir vers la mer, nos canons les achèveront », ordonna-t-il à son second Otto Klein, qui ajustait les viseurs des MG-42 pour balayer les barges bondées. Les mitrailleuses crachèrent leurs bandes de 250 cartouches, zébrant l'eau d'éclats mortels. Un groupe de Canadiens du Royal Regiment, courant vers une embarcation, s'effondra en hurlant, leur corps emportés par les vagues comme des offrandes au néant. À bord du HMS Calpe, le capitaine John Hughes Hallett serrait les poings sur la rambarde, le pont vibrant sous les salves des batteries côtières de Stubte Marguerite qui illuminaient la nuit naissante d'éclairs oranges. Les signaleurs, leurs yeux rougis par la fatigue, relayaient l'ordre de retraite. Toutes les unités, repli immédiat, les destroyers couvrent l'extraction. Mais les ondes, saturées par les interférences et les cris d'agonie, déformaient tout. Une barge du Royal Marines, surchargée de blessés, capta un message erroné. « Maintenez la position » et s'approcha trop près du rivage, devenant une cible parfaite pour un obus de 80 mm. L'explosion déchira l'embarcation en un tourbillon de bois éclaté et de corps projetés, l'eau se teintant d'écarlate autour des survivants qui nageaient désespérément. Hughes Hallett jura dans sa barbe. « Où sont les Typhoons? Poussez le soutien aérien !» Les avions de la RAF, du 266 Squadron tchèque, arrivaient enfin en vague, leurs moteurs Merlin rugissant au-dessus des falaises, larguant des bombes de 500 livres sur les convois allemands qui bloquèrent les routes d'évacuation. Mais la Luftwaffe alertée décolla en urgence. Une escadrille de Messerschmitt Bf 109, menée par le major Adolphe Galland, plongea sur les Alliés, leurs canons de 20 mm crépitant dans un dogfight frénétique qui fit pleuvoir des débris enflammés sur les plages. Sur Red Beach, le major A.E. Potts des Essex Scottish orchestrait une retraite chaotique depuis les ruines du casino, où ces hommes, originaires des chantiers navals de l'Angleterre, formaient une chaîne humaine pour hisser les blessés vers les landing craft personnels. Elle, « Bougez, pas de héros inutiles !» cria-t-il, son visage buriné strié de larmes de rage, tandis qu'un mortier Nebelwerfer hurlait depuis les hauteurs, son obus creusant un cratère qui engloutit 3 brancardiers du Royal Army Medical Corps. Les Fallschirmjäger, ces parachutistes d'élite aux uniformes camouflés, pressaient de l'assaut, leur FG-42 semi-automatique fauchant les fuyards avec une précision chirurgicale. Potts, couvert par un peloton survivant, lança une grenade Mills vers un half-track SD KFZ.
251 qui barraient la plage. L'explosion immobilisa le véhicule, mais l'équipage sauta, ripostant avec des carabineurs 98K, une balle effleurant l'épaule du major qui tituba sans lâcher son sten. Autour de lui, les vagues d'évacuation se formaient en grappes désespérées, des hommes nageant vers les barges, leurs sacs alourdis par les munitions abandonnées, tandis que les Panzer IV de la 10e division roulaient inexorablement, leurs chenilles broyant les obstacles avec un craquement sinistre. Au flanc ouest, près de Pourville, les commandos nº 4 du Lord Lovat combattaient une arrière-garde acharnée, leurs pipes celtiques éteintes depuis longtemps, mais leur esprit intact. Lovat, sa moustache poivre et sel couverte de sable, menait une section le long de la rivière Sea, son Thompson mitraillant un groupe de grenadiers qui tentèrent de couper la route de retraite. « Tenez la ligne jusqu'au dernier. Pour l'Empire !» rugit-il, bondissant par-dessus un mur effondré. Ces hommes, ces Royal Marines endurcis des ports de Plymouth, couvrant l'extraction avec des fusils Bren et des Piat anti-chars. Une grenade style hand grenade roula à leurs pieds, explosant dans un jet de shrapnel, qui lacéra la jambe d'un commando, le lieutenant Peter Scott, qui s'effondra en jurant, son sang se mêlant à la boue. Les renforts allemands, affluant depuis les bois, formaient un mur impénétrable. Des soldats de la 302e division d'infanterie, baïonnettes au canon, chargeaient en vagues coordonnées, forçant les Britanniques à se replier dans l'eau où les courants les malmenaient comme des fœtus. Lovat, haletant, vit une barge s'approcher sous un écran de fumée des destroyers. Il y poussa ses blessés, mais une rafale de MG-34 faucha 2 de ses hommes, leur corps flottant inerte vers le large. Lambert, enfin à bord d'une barge bondée, s'effondra contre le flanc métallique, le roulis incessant ravivant la douleur de sa blessure. Jenkins gisait à ses côtés, inconscient, soigné par un médic aux mains tremblantes qui injectait de la morphine dans une veine pâle. « On a perdu la moitié. »« Peut-être plus », murmura Lambert, les yeux rivés sur la côte qui s'éloignait, illuminée par les incendies des chars abandonnés. Les canons navals du HMS Berkeley tonnaient encore, leurs obus de 4-7 pouces arrosant les positions allemandes pour couvrir la fuite, mais les pertes étaient effroyables. Plus de 3000 hommes tués ou blessés en 5 heures. Les plages jonchées de 2000 prisonniers que les Allemands traînaient vers les bunkers, leurs cris se perdant dans le vent. Le lieutenant-colonel Cécile Merritt, capturé après sa charge finale sur la promenade, fut escorté les mains liées, son épée brisée, jetée dans les vagues. Il jeta un dernier regard à ces Canadiens, ces fils de fermiers et d'ouvriers qui avaient payé le prix d'une erreur radiofatale. Berger, depuis les falaises, leva sa lunette vers les barges qui s'éloignaient, un sourire triomphant aux lèvres. Victoire totale, rapportée au général Reid. Dieppe tient. Ces hommes acclamaient, rechargeant leurs armes pour la nuit, ignorant que cette victoire coûterait cher à la Wehrmacht en réputation. Au large, les Spitfire et Typhoons, victorieux dans les cieux mais impuissants sur terre, escortaient les survivants vers l'Angleterre, leurs ailes zébrées de balles traçantes. Lambert, bercé par le tangage, ferma les yeux, hanté par les visages des disparus. L'opération Jubilee, censée être un raid triomphal, n'était plus qu'un naufrage humain, scellé par un ordre mal interprété qui avait mené des milliers à la perte. Mais dans le lointain, alors que les premières étoiles perçaient le ciel, un dernier message radio crépita des ondes. Un bilan provisoire ou le début d'une vengeance alliée qui changerait le cours de la guerre? Les vagues, témoins muets, gardaient le secret. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les hublots embués des navires hôpitaux qui fendaient les vagues agitées de la Manche, emportant les survivants de Dieppe vers les côtes britanniques. Le 20 août 1942, à bord du SS Isle of Sark, le sergent-major Harry Lambert gisait sur une couchette étroite, son épaule bandée, pulsant au rythme du tangage incessant, tandis que l'odeur de désinfectant et de vomissure imprégnait l'air confiné. Autour de lui, les gémissements des blessés, Canadiens, Britanniques, pilotes abattus, formaient un chœur sourd, ponctué par les ordres calmes des médecins du Royal Army Medical Corps qui injectaient de la morphine et recousaient des plaies béantes. Lambert fixait le plafond métallique,
hanté par les images. Les galets rougis, les cris de Jenkins, qui avait succombé à bord d'une barge surchargée, et cet ordre radio fatal qui avait fracturé l'assaut comme un éclat de grenade. Imaginez-vous dans cette cale sombre, le sel de la mer collant à votre peau écorchée, le roulis vous rappelant la futilité de la charge. Lambert se redressa faiblement quand un infirmier, un jeune Écossais du 45e commando, s'approcha avec une tasse d'eau trouble. « Vous avez tenu, sergent, c'est plus que la plupart. » Mais Lambert secoua la tête, sa voix rauque. « On a perdu 12 000 âmes là-bas, entre les morts, les blessés et les prisonniers. Pourquoi? Un test raté. » Les chiffres, murmurés dans les couloirs du navire, pesaient comme des chaînes. De 6 000 hommes engagés, plus de 3 300 tués ou blessés. Et 1946 fait prisonnier, le pire désastre amphibie depuis Gallipoli. Les tanks Churchill et Valentine, ces géants d'acier censés briser les défenses, gisaient abandonnés sur les plages, capturés par les Allemands comme des trophées ironiques. À Londres, dans les sous-sols du quartier général de l'amiral Lord Louis Mountbatten, Combined Operations Headquarters, l'air était chargé d'une fumée de cigares et de tensions palpables. Le major général Robert Sturgess, visage blême sous la lumière crue des lampes, relisait les rapports codés arrivés par télétype depuis le HMS Calpe. L'ordre mal interprété, une inversion en morse et tout s'est effondré, murmura-t-il à Hugues Hallett, qui se tenait raide, ses médailles cliquetant légèrement. Les enregistrements radio, analysés par les cryptographes de Bletchley Park, confirmait l'erreur. Un opérateur épuisé sur le destroyer avait inversé « renforcé » en « retiré », semant la panique dans les unités du Royal Regiment et des Essex Scottish. Les commandos de Lovat, victorieux à Varangeville, où ils avaient neutralisé la batterie de canon de 150 mm avec des grenades et des charges explosives, s'étaient retrouvés isolés, contraints à une retraite sanglante. Lovat lui-même, évacué avec une balle dans la jambe, jurait dans son lit d'hôpital « On a gagné notre part, mais le centre ». C'était le carnage. Les conséquences immédiates se déployaient comme des ondes de choc. À Dieppe, le général Anton Wrede paradait sur la promenade dévastée, ses bottes foulant les débris de l'assaut allié. Des fusils Bren tordus, des chargeurs vides de Lee Enfield et les premiers interrogatoires des prisonniers. Le lieutenant Klaus Berger, promu sur le champ pour son rôle dans la défense des falaises, supervisait l'embarquement des captifs vers les Stalags en Allemagne, des Canadiens comme le privat Tommy McLean, dont les jambes mutilées par les éclats le condamnaient à une vie de souffrance. Wrede, fier de sa victoire défensive, transmit un rapport triomphal à Berlin. 337 Allemands tués ou blessés contre des milliers d'alliés, les bunkers en béton armés et les hérissons tchèques prouvant l'invincibilité du mur de l'Atlantique. Hitler, depuis son quartier général de Wolfslair, cite à Dieppe comme preuve que les invasions amphibies étaient suicidaires, renforçant les fortifications de la côte française avec des divisions supplémentaires, la 15e armée, des batteries de 305 mm et des mines Tellermine alignées comme des dents acérées. Mais pour les Alliés, la défaite de Jubilee n'était pas une fin, mais une leçon gravée dans le sang. À Southsea, dans les baraquements du South Saskatchewan Regiment, les veuves et les familles attendaient des télégrammes funestes, tandis que le lieutenant-colonel Cecil Merritt, rapatrié après des semaines en captivité, recevait la Victoria Cross pour sa charge héroïque sur la promenade. Une épée brisée en échange d'une médaille qui ne ramènerait pas ses 400 hommes perdus. Merritt, interrogé par les stratèges de Churchill, insista. Les galets. Ils ont piégé les chars, et les falaises trop hautes sans cordes ni ingénieurs. Les rapports, compilés par l'intelligence britannique avec l'aide de la résistance française qui avait fourni des cartes post-raid, révélèrent les failles, manque de bombardement naval préliminaire, renseignements sous-estimant les défenses de la 312e division et cette erreur radio née de la fatigue humaine sous pression. Imaginez-vous dans la salle de débriefing enfumée, entourée de cartes froissées et de photos aériennes des Spitfire du 611 Squadron.
montrant les cratères fumant sur les plages. Mountbatten, visage durci, ordonna des changements radicaux. Pour les futures opérations comme Overlord, des chars amphibies DD pour contrer les galets, des ingénieurs du corps des Royal Engineers avec des Bangalore Torpedoes pour les obstacles et des réseaux radio redondants avec des fréquences protégées contre les interférences. Les pertes à Dieppe, 62% des Canadiens engagés hors de combat, forcèrent une révision totale. Plus de raids suicides, mais une planification méticuleuse, testée dans des exercices comme Tiger à Slapton Sands. Les pilotes de la RAF, comme Johnny Johnson qui avait abattu 2 FW-190 au-dessus des falaises, devinrent des légendes, leur dogfight inspirant les tactiques aériennes pour le jour J. Lambert, rétabli dans un hôpital de Portsmouth, reçut une lettre de sa famille à Toronto, mais ses yeux restaient vides, fixés sur l'horizon de la Manche. « On a payé pour que les autres ne meurent pas », murmura-t-il à un visiteur, un officier du Combined Operations. Des milliers d'hommes, 3367 tués, 2000 prisonniers, le reste blessés ou traumatisés, avaient sacrifié pour exposer les faiblesses. Les Allemands, confiants après Dieppe, sous-estimeraient la préparation alliée. En 1944, quand les barges déferleraient sur les plages de Normandie, les leçons de cet ordre mal interprété sauveraient des vies, transformant la tragédie en pivot de la victoire. Berger, promu capitaine, mourait plus tard à Caen, son bunker pulvérisé par un bombardement massif, un écho ironique du chaos qu'il avait exploité. Tandis que les vagues apaisées de la Manche effaçaient les traces de sang sur les galets de Dieppe, l'héritage de Jubilee persistait, un avertissement gravé dans l'acier et la chair, rappelant que la guerre se gagnait non par l'audace seule, mais par la vigilance contre les ombres invisibles des erreurs humaines. Les survivants, marqués à jamais, portaient le poids de 12 000 destins brisés, mais aussi l'espoir d'un monde libéré des chaînes de l'oppression.